Comment vous allez? Je vais bien. J'espère que vous allez bien. Je vous intime l'ordre d'aller bien. Allez. Bonjour fidèles téléspectateurs. Il faut que je dise ce que je dis souvent. Merci de nous retrouver ce matin encore pour notre balade informative du week-end. Vous savez, le balade, c'est le sourire de l'info utile. Nous essayons de vous donner la meilleure info possible qui puisse impacter votre vie. Affaire d'impact. Quand tu es un peu sur les réseaux sociaux ces temps-ci, ces dernières années, impact et influence sont des mots distribués comme des petits pains. Mais bon, ce n'est pas le débat de ce matin. Aujourd'hui, on va beaucoup parler santé. Mais avant, quand même, permettez que je dise bonjour aux larrons, aux compagnons, aux mousquetaires. Bonjour. Daniel, comment vous allez? Bien, bonjour. Oui. Le poisson dans de l'eau bénite, lui, il rentre aujourd'hui. Il est dans son eau et tranquille. C'est ça. Vous allez bien? Ça va. En gros? Oui, en gros, en gros comme en détail. Ça va, en gros comme en détail, ça va. Et la délégation. Je vous présente la très forte délégation. La très forte délégation d'une seule personne sur le plateau de Bala. Comment vous allez? Je vais bien. Gonovi Sexy. Donc, le docteur va nous expliquer, docteur Amadou, que je vais présenter tout de suite. Je vais lui poser la question de savoir, par exemple, si tu es enceinte, que tu continues par faire ton chichi, pas être machin, etc. Est-ce que c'est possible que la tête de Fouboura Hadam et du genre, tu accouches de ce bébé et puis tu prends l'autre demain. De l'autre demain, quand tu auras accouché, peut-être 4 mois après, machin mois après, l'autre aussi sera bien cuit, sera prêt, et puis pour sortir. Ça peut arriver. Docteur, j'arrive tout de suite, vous allez répondre à cette question. Parce que les gonovies sexy, il faut qu'elles sachent. Elle m'a donné envie de tomber enceinte ce matin. Vraiment, il faut qu'elles sachent qu'il y a de gros risques dans l'affaire. Heureusement pour moi que c'est pas possible. Toi, si tu es enceinte dans le pays, et puis on ne va pas regarder, on ne va même plus sentir le truc avec les yeux, sentir avec les yeux. C'est qu'elle a fait. Il fait gonovie sexy, pas-ci, machin, truc par là. Et son de fou, non, non, docteur Lalo Yantire Misaria. Bon, j'y suis d'ailleurs. Docteur, bonjour, comment vous allez? Très bien. Bonjour, je vais bien. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous faire la fleur de venir nous parler d'une campagne. Voilà, je me suis exclu du champ, mais on va faire comment? Je suis revenu dans le champ, droit glami. Docteur Amadou Kossi, vous venez de la clinique des Roses. Vous êtes chirurgien, obstétricien, gynécologue. Et vous venez nous annoncer une bonne nouvelle pour nous autres, pour nous... Pour nous autres, voilà quoi. La semaine de la chirurgie... C'est la semaine de la chirurgie plastique et esthétique mammaire. C'est-à-dire qu'on va se refaire les seins. Oui. Au Togo? Ben oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas beaucoup, quelqu'un qui veut imposant, vous allez faire? Ben, je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Non, des trucs assez intéressants, mais je sais que... C'est pas forcément ce que vous voulez qu'on vous fasse, c'est ce qui vous voit qu'on va vous faire. Depuis que je lui ai posé la question à elle là-bas, qui n'est pas le médecin. Donc, quelqu'un qui... Il y a aussi des sœurs, des femmes qui ont de gros seins. Vous nous dites que ça peut être des fois handicapant. Absolument. Et que vous allez traiter ça. Donc, vous en avez de gros, de petits, quel que soit le cas, ou alors vous voulez juste rajuster, vous voulez polir, soulever, étirer. Restez avec nous, l'information c'est pour vous. Ça commence demain, la semaine de la chirurgie. Chirurgie plastique, esthétique, mammaire. Adjectif au bon. Bonjour, monsieur Luc Nakoutassi, de partager l'émission ce matin également avec nous. Bonjour. Vous êtes orthophoniste. La journée mondiale de l'orthophonie, c'était... la journée mondiale de l'audition, plutôt. C'était quelle date déjà? Le 3 mars. C'était le 3 mars. Il nous plaît de parler ce matin de l'audition. Des troubles de l'audition notamment. Est-ce qu'on est avec? Est-ce que c'est accidentel des fois? Si on est avec, quels sont les facteurs de risque? Quels accidents peuvent créer ça? Quels sont les troubles? Quels sont les signes qui peuvent déjà peut-être nous alerter qu'un enfant qui grandit a des troubles de l'audition? Est-ce que c'est réversible? On va vous poser autant de questions aujourd'hui. Merci de partager le plateau avec nous ce matin. Les amis, Yes. j'ai une question pour vous, pour nous tous. Donc vous allez bien, non? C'est l'essentiel. On souffle, je n'ai pas de questions. Ah, vous recommencez encore aujourd'hui avec vos boubou là. C'est quelle bombe? C'est quelle affaire ça?
Daniel, je n'aime pas ça. Il suffit que je pose une question comme ça. Ça lui est arrivé pareil la semaine dernière. Daniel, je ne veux pas que ta famille me pose des questions. Lise, qu'est-ce que tu fais à l'enfant le matin quand vous venez puis? Ah non, non, je ne veux pas ça. Et on ne souffle même plus. Moi, je m'assois. Et tout en sachant que l'assise dans ce canapé peut être des fois bruyant. Théo, pas haut, ça peut être bruyant. Il faut quitter ici. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas bruyant. Donc, c'est bien. Docteur Hamaglo. Docteur Amadoto. Bonjour, monsieur le maire. Merci de le suivre. Je ne sais pas pourquoi je comprends. Docteur Amadoto. Alors, est-ce que c'est possible pour une gonorrhée qui fait trop de chichi, est-ce que ce risque de se faire offrir l'accueil, l'hébergement d'un deuxième à côté du premier qui mûrit, est-ce que c'est possible? Docteur, il ne faut même pas me décevoir ici. Docteur, il ne faut pas me décevoir. Docteur, il faut donner deux réponses. Non, ça s'appelle la superfétation. Elle est. Mais oh. Ça s'appelle la superfétation. Mais ça se passe tout en début de grossesse, pas au milieu ni à la fin. Donc, en début, ça va faire quoi? En début de grossesse, c'est un phénomène qui est connu aussi dans la race humaine, qui s'appelle la superfétation. C'est-à-dire qu'il y a 2 ovulations spontanées chez la femme, ou même induites, qui fait qu'il y a une grossesse, et puis 2 jours après, il peut y avoir une deuxième grossesse. Ce qui fera des jumeaux. Ils ne vont pas naître le même jour? Ben, il y aura forcément un décalage. Ça s'appelle la superfétation. C'est un phénomène qui est quand même rare, très rare. C'est-à-dire qu'ils sont dans 2 trucs différents. C'est 2 grossesses différentes qui logent dans le même utérus. Voilà. Hein? 2 locataires qui sont dans la même maison. Mais c'est qu'une seule personne qui paie le loyer, c'est la femme. Elle paie le loyer pour tous ces parasites. C'est possible dans son cas. Il n'y a pas de mais le docteur vient de dire. Mais c'est un début de grossesse. Pendant la période de l'ovulation que ça peut se passer. Maintenant, après, le docteur dit que. Bon, il n'a pas dit ça, mais bon. Que le cas de Léonore peut être peut-être le premier cas qu'on va voir. Après, que quand c'est un milieu de grossesse comme ça, et puis qu'il y a un autre qui va loger là, que c'est-à-dire que c'est possible que ce soit... oui, il a dit ça. Quand la grossesse arrive, la porte se verrouille. Et quoi? Une fois que la grossesse arrive, la porte est verrouillée. C'est fermé hermétiquement. Voilà. C'est sans dire le col de l'utérus là. Terminé. Donc ça veut dire qu'une femme qui a par exemple beaucoup de partenaires qui ne se protège pas peut... Exactement. Avoir des jumeaux de paix différents. Exactement, oui. C'est-à-dire qu'elle a des relations sexuelles non protégées avec 2 partenaires, peut-être le même jour, ou bien à un jour d'intervalle. Un jour d'intervalle. Il y a 2 enfants qui naissent de 2 pères différents. Yes. De la même grossesse. Et les jumeaux ne se ressemblent pas. C'est un modèle magique. Peut-être un jumeau yovo, un yovo et un améibo, qui n'ont rien à foutre avec l'autre. Dieu est puissant. Docteur Edjona, c'est possible. C'est des phénomènes qui arrivent de temps en temps. Oui, si tu aimes 2 gars, tu fais 2 enfants comme ça. Après, bon, c'est une situation vraiment... Mais on ne peut pas savoir. Les 2 enfants ne seront qu'aux partenaires auxquels la grossesse a été attribuée. Ouais. Il va se dire, il va monter dans la généalogie pour voir s'il y a un yovo dedans. Si éventuellement un de ses grands-parents n'était pas yovo. Tu connais bien l'adage qui dit qu'il n'y a que la mère qui sait... Le vrai père de ses enfants. Ah ouais, mais là, si c'est des jumeaux Améibois, mais VA, et que c'est la même race, c'est fini, hein, si c'est de la même race. C'est celui à qui on a attribué ça, premièrement, c'est pour lui seulement. Ne parlons pas des questions très délicates un dimanche matin. Trop délicates un dimanche matin. Donc, Éléonore, c'était juste un petit conseil pour vous dire, docteur a dit que c'est possible. Ce que vous faites là, vous allez accoucher, et puis peut-être dans 7 mois après, il y a un autre qui va venir, il y a un autre qui va arriver encore. On se dit, donc il faut faire gaffe à ton chichi là, qui est joli. Il faut nous laisser le temps entre... Qui est joli. Parce que ces basins riches, on va apporter pour celui-ci. Il faut nous laisser le temps de trouver l'argent pour l'autre. Pour le deuxième bassin riche, avant de venir. Parce qu'il faut, pour arriver dans la maison des Maliens, il faut porter le bassin riche.
Maintenant, on va porter bassin riche. Pas sur 2 mois, quoi. Il faut chercher un autre bassin riche. Là, on va aller dans les On va ovies. faire teinture. Non, on va aller dans les ovies riches. Oui, on va faire teinture pour le premier bassin. Là. Il y a même blé. Ça va changer de couleur. On va ramener. Allez, assez rigolé. On va... Docteur Amadou, dites-nous, je reste avec vous. C'est par rapport à la chirurgie mammaire, la chirurgie donc esthétique et plastique, on voit ça à la télé, hein, on voit ça sur les réseaux, on voit ça ailleurs. Il y a la demande sous nos cieux. Oui, il y a la demande. Cette demande est de plus en plus croissante parce que aujourd'hui, les femmes n'ont pas le même regard sur leur corps. Les mentalités ont évolué, les femmes font plus attention à leur apparence, elles font plus attention à leur corpulence et tout cela participe également au bien-être et à l'estime de soi, qui sont des valeurs importantes pour l'équilibre de la personne humaine. Donc cette demande, elle est là. Elle est là aussi parce que l'information circule davantage qu'il y a quelques années de cela. Vous avez fait mention aux réseaux sociaux, aux chaînes de télé qui diffusent aussi des informations sur ce genre de chirurgie. Donc, ça crée forcément cette demande. C'est ça. Donc, demande juste côté esthétique ou bien des fois aussi côté assez pratique? Alors, je vais donc répondre à cette question qui est très intéressante en disant que quand on parle de la chirurgie plastique et esthétique mammaire, nous ne sommes pas forcément dans la pure chirurgie esthétique. Nous ne sommes pas dans... Vous savez, la chirurgie esthétique, d'une manière générale, peut avoir aussi ses travers. Je veux avoir un nez pointu. Demain matin, je dis je veux que le nez soit plutôt plat. Je veux avoir une lèvre un peu plus grande. Et puis après, demain, je veux qu'elle soit un peu plus petite. Ça, c'est les travers. Mais lorsqu'on parle de la chirurgie plastique et esthétique mammaire, nous sommes dans des pathologies qui peuvent être handicapantes. Pathologie même, hein? Pathologie donc c'est maladie. Voilà, qui peuvent être handicapantes pour la femme. Alors, les domaines d'intervention de la chirurgie plastique et esthétique mammaire, c'est l'hypertrophie mammaire. C'est-à-dire, on est en commun de mortels ici, docteur. Je vais y arriver. On est gâtés. Donc, l'hypertrophie mammaire, c'est les volumes excessifs de sein. Alors, quand je parle de volume excessif de sein, je ne suis pas sur des seins qui ont de la forme que nous appelons communément de bons airbags. Hein. Et oui, donc. Voilà, donc je ne suis pas... C'est pas les bons airbags là. Voilà, c'est ça. Il y a des super trop gros airbags. Nous avons de véritables pathologies dans lesquelles les seins sont excessivement volumineux et s'accompagnent de beaucoup de troubles pour la femme. Excusez-moi, docteur. Les seins volumineux, donc quand je vous entends parler, donc c'est pathologique, c'est une maladie. Que ce soit trop gros. Absolument, parce que c'est un développement excessif des tissus mammaires. Et donc, à un certain moment donné, ça pose problème à la femme. Et je vais y aller. Alors, les problèmes que le gros volume des seins peut poser, par exemple, c'est d'abord le poids. Le poids que cela représente sur la poitrine de la femme. Donc, la femme sent que c'est lourd, que elle sent que c'est lourd. Et ce volume excessif-là va entraîner des douleurs de dos. Oui, les femmes qui souffrent de gros volumes de seins ont souvent des douleurs de dos. C'est des douleurs de dos qui sont chroniques parce que le volume excessif tire le sein vers le bas. Elle est obligée de porter ce sein. Et donc, dans cette manœuvre de porter ce volume qu'elle a sur la poitrine, eh bien, elle a des douleurs de dos. Il y a des douleurs de la colonne vertébrale au niveau du cou qui accompagnent cela, des douleurs de côte également, sans compter que lorsque le volume est excessif, cela s'accompagne aussi souvent d'un affaissement du sein. Et donc, les plis sous-mammaires ne sont pas aérés,
Cela entraîne Ok. des macérations Oui. et des plaies. Sans compter tous les inconforts aussi dans la vie quotidienne. Elle a du mal à trouver un soutien-gorge À sa taille. à sa taille. Pour s'habiller, c'est tout un problème, etc., etc. Elle ne peut pas marcher longtemps, elle ne peut pas courir parce qu'elle est véritablement gênée par le volume de ce sein. Donc, lorsque nous sommes dans cette pathologie, eh bien, la chirurgie plastique et esthétique va réduire le volume de ces seins, de manière à ce que le volume qu'on va donner à la femme après cette chirurgie soit adapté À sa corpulence. Voilà. Dans les expériences que nous commençons à accumuler depuis 5 ans que nous avons commencé cette activité, eh bien, nous avons le plus gros volume qu'on a déjà réduit jusqu'à présent, c'est 6 kilos. 6 kilos. 6 kilos. C'est que chaque sein fait 3 kilos. Oui, 6 kilos. Et il reste encore un bon volume pour que la femme ait un soutien-gorge de taille D. Vous avez enlevé 6 kilos. 6 kilos. Ah, En fait, donc les seins ne font pas 6 kilos. Les seins ne font pas 6 kilos. Les seins réduits. Réduits font 6 C'est-à-dire ce qu'on a enlevé. Ce que vous avez enlevé, vous avez enlevé 6 kilos. Oui, 6 kilos. Wow. Voilà. Et il en reste encore. Et il en reste pour que la femme fasse soutien-gorge de bonne taille D. De bonne D. Donc vous imaginez un peu quelqu'un qui porte 5 kilos de sac de riz sur le cou. Parce que imaginez, c'est 5 kilos. Vous imaginez, voilà, 5 kilos, c'est le sac de riz, là, les sacs de riz de 5 kilos. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Et sur ces gros volumes comme ça, vous allez voir que la peau entre les deux seins est tirée aussi vers le bas. Et cela crée également une dystrophie ici, qui fait qu'elle est gênée au quotidien, la femme qui a une hypertrophie mammaire. Donc, ce n'est pas de la chirurgie pour des gens qui n'en ont pas besoin pour se faire juste joli. Non, si moi je viens, vous allez dire non. C'est de la chirurgie pour... on va en revenir tout à l'heure. C'est de la chirurgie pour réparer. Pour corriger vraiment un véritable problème. Alors, à côté de l'hypertrophie, nous avons le revers de la médaille qui est l'hypotrophie. Alors, l'hypotrophie, c'est le volume très petit des seins qui ne correspond pas à la corpulence de la femme. Alors, ça également, c'est un problème pour une femme qui a une poitrine quasiment plate. Vous voyez, pour s'habiller, pour aller à la piscine, c'est tout un problème. Ça peut même poser problème peut-être pour allaiter, c'est possible? Oui, tout à fait, parce que quand la glande elle est très petite comme ça, ça veut dire que il peut y avoir des problèmes aussi. Voilà. Donc, quand vous prenez l'hypertrophie ou l'hypotrophie, imaginez tout ce que cela peut entraîner aussi comme répercussion psychologique sur le mental de la femme. Et quand elle n'est pas bien dans son corps, elle n'est pas bien dans sa tête. Et c'est des pathologies qui vont entraîner souvent des replis sur soi. Vous voyez, quand il y a des événements sociaux, je donne l'exemple de la piscine, elle ne peut pas se déshabiller avec ses copines. On va aux funérailles dans nos milieux, vous rendez... On est ensemble dans une pièce commune. Mais bon, elle attend que tout le monde se couche avant voilà, etc. Donc, c'est des inconforts aussi dans la vie quotidienne. Alors, nous avons également l'affaissement. L'affaissement, c'est les seins qui sont complètement tombés, qui sont pendants sur la poitrine, qui vont également poser des problèmes de macération parce que il n'y a pas d'aération sous les plis sous-mammaires. Et des macérations, des infections chroniques sous ces plis-là, avec toutes ces répercussions aussi. Il ne faut pas oublier que dans l'équilibre de la femme ou de l'homme, l'équilibre, c'est également dans le relationnel avec ton partenaire. Vous voyez, quand vous avez une perte d'estime
vous avez également des problèmes relationnels avec votre conjoint. Donc, la chirurgie plastique et esthétique mammaire va également corriger ces affaissements des seins. Alors, il y a deux autres pathologies, dont l'une touche les hommes, sur lesquelles la chirurgie, cette chirurgie va agir. Ça s'appelle la gynécomastie. Ça, c'est les hommes qui ont développé de la glande mammaire, qui ont des seins. Les hommes qui ont des seins. Alors, je ne parle pas d'avoir une poitrine baraquée. Je parle d'avoir... Oui, mais il y a des hommes, forçant de leur corpulence, qui peuvent avoir comme des seins. C'est pour ça que je dis que je ne parle pas de la poitrine baraquée. Oui. Voilà, je parle de vrais seins. De vrais seins chez les hommes. Chez les hommes? Oui, je parle de vrais seins chez les hommes. Vous voyez, désolé de ne pas peut-être montrer des images parce que... Les images, ils sont en train de chercher, ils devraient trouver des images. Mais généralement, nous sommes aussi confrontés au fait que les gens ne veulent pas qu'on montre leurs images. Leurs images. On a beau dire, c'est juste votre poitrine qu'on va prendre en photo. Ils refusent, non. Mais ils disent, non, les gens peuvent reconnaître, etc. Donc, nous sommes... n'allons pas exposer la vie privée des gens. Donc, quand je parle de gynécomastie, je parle des hommes qui ont des seins. Et vous en rencontrez? Oui, c'est des seins qu'ils ont sur la poitrine. Et ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est des troubles hormonaux qui sont derrière. C'est des troubles hormonaux. Ça veut dire que la fraction d'hormones, parce que les hommes ont toujours une petite fraction d'hormones féminines, comme les femmes aussi ont une toute petite portion d'hormones masculines. Donc, lorsque la fraction d'hormones féminines est un peu exagérée, et ça peut donner, cette gynécomastie. C'est de la même, lorsque vous prenez, il y a des femmes qui ont des barbes, qui poussent de la moustache, etc. C'est aussi... un trouble hormonal. Voilà, c'est ça. J'avais une tante comme ça qui avait barbe, les poils étaient dure à cuire. C'est ça. Quand elle est là, vous n'êtes pas tranquille. Mais donc, est-ce que c'est seulement lié aux hormones ou bien c'est lié également au poids et à la forme de la personne? Parce que moi, j'ai souvent l'habitude de voir les hommes qui sont un peu en forme avoir des seins. C'est vrai que l'obésité concourt, mais ça ne s'explique que pas par l'obésité. L'obésité peut concourir. Voilà, c'est ça. Alors, et puis, derrière aussi, il y a toutes les anomalies, on va dire, liées au fait qu'il y a des gens dont les tissus se développent et ça croise trop vite. Ça croise trop vite. Il y a d'autres pathologies dans lesquelles on observe ces phénomènes. Les fibromes, par exemple, vous voyez, c'est un développement excessif des tissus, donc de l'utérus chez la femme. Donc, la chirurgie plastique et esthétique mammaire va corriger également cette gynécomastie chez l'homme. Et le dernier domaine d'intervention de cette chirurgie, c'est la réparation des seins chez les femmes qui l'ont perdu à la suite d'un cancer du sein. Donc, qui ont perdu leur sein. Il y a moyen de reconstituer. On peut faire de la reconstitution. On fait de la reconstitution pour... avec le mamelon, avec tout le sein complet comme ça? Exactement, on fait de la reconstitution. On fait de la reconstitution chez les femmes qui ont perdu leur sein. C'est une grosse chirurgie quand même, mon docteur, la chirurgie mammaire. Eh ben, pour des mains qui sont entraînées, c'est habituel, c'est la routine. Ça tombe dans les habitudes, mais bon, c'est vrai que tout ce qui est chirurgie demande d'abord de la formation, demande ensuite une courbe d'apprentissage, et puis après, vous accumulez de l'expérience avec les années. Qui est capitalisé, c'est clair. Alors, moi, je reviens un peu sur les gros seins là, pour les femmes. Est-ce que c'est
quelque chose qui favorise, là vous parlez peut-être de multiplication des cellules, des cellules. Est-ce que c'est héréditaire ou bien quelqu'un peut naître aussi comme ça par une erreur génétique, je ne sais pas. Alors, le côté héréditaire est possible. Est possible parce qu'on peut rencontrer des familles dans lesquelles toutes les filles ont des corpulences vraiment fortes, des poitrines trop généreuses. Ça peut se rencontrer. Ça peut se rencontrer. Mais après, ça peut arriver que dans la famille, il n'y ait pas ça, mais quelqu'un arrive avec ça. Oui, absolument. Il y a des familles dans lesquelles la maman a une hypertrophie mammaire, mais la fille n'en a pas. Alors, il me souvient, dans nos jeunes années, nos années d'adolescence, il y a des parents qui disent « Oh là, quand l'adolescente commence par pousser des seins, on lui cassait le sein pour éviter justement que l'enfant ait de gros seins. » Ça fait mais super, hyper, giga, méga mal. Je ne sais pas si vous avez vendu cette pratique et l'appréciation que vous en faites. Ce n'est pas forcément une bonne pratique parce que la puberté, l'adolescence sont caractérisées par le développement des seins. D'ailleurs, la jeune fille ou la petite fille commence à devenir femme à partir du moment, c'est l'un des premiers signes qui apparaissent, la poussée des seins. Donc, écraser la glande mammaire qui commence à pousser n'est pas une bonne chose. Mais par contre, cela me permet de rebondir également sur certains phénomènes qui peuvent également constituer des facteurs favorisants. Et c'est dès l'adolescence que ce problème commence à poser. Okay. C'est le fait que la jeune fille ne commence pas très tôt à porter des soutiens-gorge. Ça peut favoriser un développement des seins et puis l'affaissement également des seins. Parce que la contention des seins c'est pas seulement pour... c'est un frein. C'est un frein. Donc, pour protéger... parce que le sein, c'est un organe qui pousse et qui pend, puisque le sein est juste à poser. Vous savez, l'anatomie du sein chez la femme, elle est particulière. Le sein, c'est un organe, on a l'impression qu'il a été posé là. Et il n'est soutenu que par la peau. Ouais, en dehors de ça, vous avez beaucoup de graisse et très peu de glandes. La glande même qui sécrète le lait occupe une partie infime par rapport au tissu graisseux. C'est pour ça que l'obésité va favoriser également l'hypertrophie. C'est beaucoup de graisse plutôt dans les seins. Beaucoup plus de graisse que de glandes. C'est beaucoup plus de graisse. Donc, lorsqu'on ne porte pas, ou la jeune fille ne commence pas à porter très tôt le soutien-gorge, eh bien, les seins sont en liberté. Et ça pousse, ça occupe l'espace. Ça peut pousser. Ça favorise également cet affaissement dont nous parlons. Donc, c'est essentiel qu'à partir du moment où les seins commencent à avoir un volume pour être mis dans un soutien-gorge. Il faut pouvoir soutenir les seins. Voilà, il faut encourager les jeunes filles à mettre le soutien-gorge. C'est vrai que, vous voyez, quand les adolescentes ou les jeunes filles ont des seins, ont les seins debout avec les tétons qui pointent. Dans le pull-over. Voilà, on a tendance à mettre un pull pour mettre ça en exergue, mais ce n'est pas forcément une bonne pratique à la longue pour les seins. Alors, il y a également le fait de nouer les pagnes autour de la taille chez les femmes qui favorise également... Comme ça, noué au-dessus du sein, comme ça, à ta voix, comme ça. Voilà, au-dessus. Ça fait tomber. Voilà, au-dessus du sein. De porter des bébés, les petites jeunes filles. Exactement. Qui portent les bébés de leurs parents, comme ça. Oui. Exactement. Le port des bébés au dos avec les pagnes également vont favoriser ces différentes pathologies. Il faut arrêter de porter ton frère beaucoup. Déjà que lui-même, il est gros, on va régler ça à la maison. Non, mais par contre, j'ai lu récemment un article, je ne l'ai pas gardé malheureusement, qui décourageait plutôt le port rapide, le port précoce de soutien-gorge. Parce qu'il paraît que
d'après ce que j'ai lu. Mais ça dit effectivement que, vous savez, vous, en sciences, chacun vous contredisez jusqu'à ce que, que le sein qui est laissé à lui-même, comme ça, les tissus apprennent à se tenir, à se soutenir eux-mêmes dans le sein. Bref, mais que quand si on commence vite par porter le soutien, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, dit-on. Donc, les cellules sont aidées par le soutien-gorge. Et donc, la peau qui devrait gagner en élasticité pour pouvoir porter le sein, la peau qui se voit aidée par un soutien ne travaille pas et se retrouve moins élastique que si on laissait le sein même pendre et comme ça et que le sein même se soutienne, quoi. Je dis donc que le port tôt de soutien-gorge est décommandé, etc. Mais dans le même article, ils ont conseillé que en journée, quand vous faites une pause à midi, il faudrait d'enlever son soutien-gorge, de désagrafer un peu le soutien-gorge pour laisser les seins respirer. Et laisser la peau tendre. Ils ont même conseillé ce que vous venez de dénoncer, ce que les jeunes filles font là, de pouvoir... non, pas Bavoracor, de pouvoir porter un t-shirt sur... sans soutien-gorge. Pouvoir porter le t-shirt sur le profil sur la poitrine, de laisser la poitrine elle-même se soutenir. Alors, première chose, le sein ne comporte aucun muscle. Le sein ne comporte aucun muscle. Vous avez dit c'est la peau seulement, la graisse. La peau, la graisse et la glande. Le sein ne comporte aucun muscle. Donc il n'y a rien qui va s'atrophier s'il ne travaille pas. C'est pour ça que je disais que c'est la peau qui tient le sein sur la poitrine. Et le sein est posé sur les muscles de la poitrine. Donc, le sein lui-même ne comporte absolument aucun muscle. Alors, quand on parle du port de soutien, les seins, on les met dans un soutien-gorge à partir du moment où ils ont un volume pour permettre le port du soutien-gorge. Ça, c'est sûr. Donc, on ne va pas mettre des seins qui ne peuvent pas être dans un soutien-gorge là-dedans. Nous sommes d'accord. Ouais. Alors, deuxième chose, le corps a besoin de respirer. Nous ne disons pas qu'il faut porter un soutien-gorge 24 heures sur 24. Le sein a besoin aussi de respirer. Donc, c'est normal de s'aérer. Mais vous savez, il faut toujours trouver un juste milieu dans la vie. Hein. Oui. Et en toutes circonstances, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc, décommander aux parents, façon, ils cassent les seins avec un faquet, là, ça, d'arrêter. Ça fait mal. Ça fait bien mal. Parce que le sein est un organe hypersensible. Donc, surtout en adolescence, c'est une pratique qui doit être très c'est de la douloureuse. torture. Je pense qu'on doit pouvoir classer ça parmi les actes humains, les actes inhumains, dégradants et allant vers la torture, cette affaire-là. Et vous savez, c'est des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire que tu fais ça à ta fille, elle va grandir jusqu'à un jour, elle va te poursuivre devant la Cour pénale internationale. Parce que tu lui as fait subir des actes de torture. Pour celles qui ont l'hypotrophie mammaire, comment... T'inquiète pas, tu n'en as pas. Toi, tu as des seins. Vas-y. Comment est-ce qu'on détermine le volume dont elles ont besoin? C'est ça. Comment est-ce qu'on sait si, bon, j'ai des trop petits seins ou voilà, comment? Alors, quand je parle d'hypotrophie, c'est vraiment de l'hypotrophie. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien sur la poitrine. On dirait moi, quoi. Quand elle se couche, tout disparaît. Le petit bourgeon même qu'on aperçoit en position assise, couchée, ça disparaît. Tu as l'impression d'avoir une poitrine masculine. Alors, la question que tu me poses, on peut se la poser aussi dans la réduction des gros volumes. Oui, c'est ça. Quel est le volume? Quel est le volume normal? Le volume, d'abord, il est en fonction de la corpulence de la femme. Et secondo, il est également en fonction de ce que la femme souhaite. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ce qu'elle veut
Et ce qui lui est recommandé. Ce qui lui est recommandé. Alors, dans la réduction mammaire, par exemple, les femmes qui ont longtemps souffert donc de gros volumes de sein, lorsqu'elles vont à la réduction, le premier réflexe, je veux le plus petit possible. Je veux le plus petit possible. Mais quand on leur explique pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas avoir un volume trop petit, elles comprennent. Oui, un volume trop petit par rapport à leur corpulence ou bien par rapport à ce qu'il y avait déjà? Par rapport à ce qu'il y avait. Parce qu'elle a été tellement gênée et longtemps que quand elle va à la réduction, elle dit donnez-moi le plus petit. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas enlever pour lui laisser le plus petit volume? Alors, oui, parce que tout cela, il y a l'harmonie. Oui, du corps. L'harmonie du corps, qu'il faut respecter. Votre corpulence à vous-même, déjà, et les seins que vous portez, tout cela rentre dans une harmonie qu'il faut regarder. Et c'est ça qui permet de déterminer les volumes et en commun accord avec la femme. Alors, dans cette corpulence-là, par exemple, il faut prendre en compte le périmètre, le tour abdominal. Le périmètre abdominal. Si vous avez un ventre un peu gros, je veux dire. Un peu fourni. Voilà, merci pour le mot. Si vous avez un ventre un peu fourni et que vous faites après un volume de sein trop petit, cela va mettre plus en évidence maintenant le ventre. Et vous allez avoir l'impression qu'après, comme elle réduit le sein, j'ai un gros ventre. Non, le gros ventre, il existait avant. Donc, il faut regarder tout ça pour pouvoir déterminer le bon volume. Parce que le volume de la poitrine ou le périmètre du thorax doit être aussi en harmonie avec le périmètre de l'abdomen. Donc, tout cela est regardé. Maintenant, vous discutez avec elle en amont? Bien sûr, oui. Pour voir la forme finalement qu'elle aura et vous vous entendez avant. Mais est-ce qu'après, il n'y a pas de conséquences sur l'allaitement, par exemple? Alors, je vais parler des conséquences sur l'allaitement. Les conséquences sur l'allaitement, oui. Il peut y avoir, après, surtout chez des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, des troubles de l'allaitement ou une insuffisance de production du lait après. Ça peut arriver. Et tout ça est discuté, et surtout quand il s'agit d'une jeune fille, tout ça est discuté avant. Et elle sait que ça peut arriver, et donc quand je vais commencer à avoir des enfants, il faut peut-être me préparer à faire de l'allaitement artificiel. Alors, cela permet également de dire que ce qui déforme beaucoup la poitrine de la femme, c'est les grossesses et les allaitements. C'est ça qui déforme beaucoup la poitrine des femmes. Et donc, c'est vrai que dans notre expérience, nous avons déjà eu, il y a certaines jeunes filles vraiment très handicapées par leur volume de sein qui sont allées à la réduction parce que cela permet de régler leurs problèmes. Mais après, il y a des conseils. Comment est-ce que vous allez à la maternité après? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour éviter aussi de perdre le bénéfice de votre réduction? Mais c'est vrai que les femmes qui ont fini leur maternité vont profiter pleinement de leur chirurgie. Donc, docteur, à vous entendre parler, c'est vrai, on ne se l'imagine pas en fait avant que des jeunes filles, des dames qui ont vraiment les gros seins, donc elles vivent au quotidien avec ces douleurs, donc obligées pour certaines d'avoir des antidouleurs tout le temps. Oui, bien sûr. À moins de passer à une chirurgie pour alléger. Oui, bien sûr. Donc ce sera à vie s'il n'y a pas de chirurgie. Absolument. Et à la longue, c'est des femmes, les gros volumes de seins finissent par déformer la stature même de la femme. Tu la vois. Elle est courbée. Voilà, elle est voûtée comme ça, parce qu'elle est tirée vers le bas constamment par son volume de sein, donc elle devient voûtée. C'est ce que nous appelons une syphose dorsale qui va s'installer après. Voilà. Maintenant, s'il y a les seins et puis il y a les fesses,
Normalement, ça s'équilibre, non? Si. Non, c'est pas pour rire, mais... Non, sérieusement. Là, si derrière, c'est bon, c'est bien posé. Devant, c'est bien posé. Parce que même, j'imagine que même si tu as derrière qui est comme ça et que la poitrine ne tire pas, tu vas être penché derrière comme ça. Tu vas tirer par arrière. Maintenant, si au moins derrière et puis devant, c'est équilibré. J'imagine que quand vous faites la réduction, vous voyez par rapport au derrière aussi. Vous avez une imagination très fertile. Oh, docteur. Non, mais les grosses fesses aussi, ça peut être handicapant. Oui, mais je ne refuse pas. J'allais de grosses fesses. J'allais en venir. Donc, pour dire que vous voyez que véritablement, en toute chose, il faut l'harmonie, il faut la proportion. Hein. Quand vous avez un gros volume derrière et puis de la hanche, vous avez des douleurs de bas de dos aussi. Hein. Interrogez les femmes. Oui, et les genoux aussi. Voilà, elles vont vous dire aussi leurs désagréments. Donc, il faut lutter pour pouvoir garder sa forme, pour faire du sport, pour pouvoir maintenir sa forme physique. Ouais, l'excès de toute chose est nuisible. Mais maintenant, pour les seins qui sont affaissés, est-ce que c'est tout type d'affaissement qui nécessite une chirurgie plastique ou alors il y a certains qui sont réservables parce que, bon, souvent, il y a des, on dit qu'il y a des pommades, des trucs qu'on peut prendre pour masser, ou alors on dit de verser de l'eau glacée sur... Si! Là, tu vas glacer le sein, mais là, quand le sein glacé va partir, il va retomber. Oui, parce que moi, quand ma soeur a accouché, donc on lui disait que quand tu vas dans la douche, avant de commencer par te laver, tu verses de l'eau d'une certaine manière, je ne sais pas, sur la pour éviter que ça s'affaisse. Puisque tu vas allaiter, ou alors quand l'enfant a un certain nombre de mois, il y a des pommades... Cherchez-moi ça, cherchez-moi. Je fais comment? On fait comment pour nous les pour remonter un peu quand même. Mais c'est pas des produits chimiques. Hein. Les graines de Niger, les compagnies. Voilà. Il y a des... Fenugrec, voilà. Tout ça. On dit que le acpi aussi, ça fait. Tu fais des massages à l'huile de ces graines. Ça se voit que tu es vraiment enceinte. Alors, comme je disais tout à l'heure que c'est la peau des seins qui soutiennent la glande, c'est donc normal qu'une peau qui est tonique va porter mieux. Mais il faut savoir qu'avec l'âge, notre peau se relâche. Avec l'âge, forcément, il se relâche. Donc, à un certain moment donné, ça tombera. Ça tombera à un certain moment donné. Bon, maintenant, est-ce que c'est tout type d'affaissement? Forcément, non. Il faut que la femme exprime d'abord le besoin. Il faut qu'elle exprime le besoin. Bon, maintenant, étant donné que nous ne faisons pas, j'avais parlé en début d'émission des travers aussi de la chirurgie esthétique. Nous ne sommes pas dans la chirurgie de fantaisie. On regarde toujours si le problème qui est posé, est-ce qu'il est véritablement posé sous les angles de seins confortables, ça crée de véritables troubles, etc. On regarde vraiment ça de près pour ne pas tomber dans les travers de « je veux que ce soit comme ceci et puis demain je veux que ce soit comme cela », etc. Donc on regarde vraiment tout ça de près. Mais vous savez, les seins qui sont affaissés, on les voit, ça pend au nez. Hein. Donc on les reconnaît. En tout cas, maintenant, les recettes là, dont on parle là, est-ce que ça marche? Parce que plusieurs maternités, toi-même, tu vois l'effet de l'ascenseur descend. Tu vois l'effet de l'ascenseur qui descend. Surtout que quand tu n'as pas encore fini. Oh, qui n'a pas fini? Regardez-moi ça. On est devant là-bas.
On n'était pas déjà à la télé, mais toi, je te frappe, tu vas voir. Tout ce qu'on Ascenseur descendant. Tout ce qu'on vend à la femme, soit disant que ça la rend belle, ça se vend très bien. Ça, et elle les achète toujours. À tous les prix de la possible. même manière, tout ce qui se vend aux hommes pour dire que puissance ça sexuelle, donne la ça puissance tonifie. sexuelle, ça se vend toujours très bien et ça s'achète aussi très bien. Donc, vous avez compris. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Bon, mais ce n'est pas une raison. Quand on dit que l'allaitement, la maternité déforme la partie de la femme, ce n'est pas une raison de ne pas allaiter les enfants à la naissance. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, même l'allaitement, aujourd'hui, dans nos maternités, nous enseignons le bon positionnement du nouveau-né au sein. Parce que c'est le mauvais positionnement qui va entraîner, qui va poser problème. Voilà. Donc, le bon positionnement. Il y a une manière de tenir son bébé pour l'allaiter. Et on montre cette position aux femmes lorsqu'elles ont accouché. Quand le positionnement n'est pas bon, eh bien, le bébé tire sur le sein. Vous voyez? Et au lieu de sucer, il tire sur le sein. Et donc, quand on fait le bon positionnement de sein, ça permet donc d'éviter que le bébé ne tire sur le sein. Donc, il faut mettre tout cela en pratique. Et puis, il y a également des soutiens-gorge qui sont adaptés aux femmes allaitantes, etc. Donc, il y a des préventions. On peut faire de la prévention de ces... Vous avez repoussé la date de la chute, en fait. Oui, bien sûr. Repousser la date le plus tard possible. Bien sûr. La date de la chute. Bien sûr. Bon, OK. Par rapport à la chirurgie, là, on va voir. Moi, je veux poser une question. J'ai un bébé de 3 mois. Dès sa naissance, il tétait les 2 seins. Arrivé à un moment, il a stoppé de prendre le sein droit. Qu'est-ce qui provoque ça? Il faut qu'elle voie son gynécologue, le docteur, comment? Je pense oui. Peut-être qu'il y a pas assez de lait là-bas. Je pense oui. Souvent, c'est des troubles de sécrétion. Quand le bébé ne trouve pas quelque part, il préfère là où il trouve. Il ne veut pas avoir mal au menton. Ou peut-être aussi, quand elle le met sur un côté, elle le met tellement bien à l'aise que le bébé arrive. Se sent plus à l'aise de ce côté. À bien téter, mais quand elle le met de l'autre côté, elle ne fait pas très attention et donc c'est inconfortable pour le bébé. C'est possible aussi. Donc le bon positionnement, mais il faut aussi qu'elle consulte son médecin pour voir si elle n'a pas un problème au niveau du sein en question. Ouais. Bah oui, on peut pas, le médecin ne peut pas vous donner des réponses ici, puis s'il n'a pas consulté, il ne sait pas, il doit avoir plein d'informations à voir autour de votre cas avant de répondre globalement. Allez consulter votre sage-femme ou alors consulter votre gynécologue qui vous dira, consultez votre médecin qui vous dira ce dont il retourne. D'ici là, laissez bébé téter. Est-ce normal qu'un sein soit plus gros que l'autre? Oui, généralement c'est ça. Hein. Le sein, il y a un qui est forcément plus gros que l'autre. Je pense que c'est partout, même les pieds, les bras, les testicules, je présume aussi. C'est vrai? Les testicules, je n'ai pas vérifié pour moi, mais je vais le faire ce soir. Oh, normalement, oui, docteur. Normalement. Mais cette disproportion, je dirais, reste dans une certaine proportion aussi. Oui, oui. Ce n'est pas un gros déséquilibre visible. Oui. Voilà, il faut véritablement faire attention pour savoir. Ouais. Mais lorsqu'il y a une trop grande différence, il faut aussi consulter pour savoir pourquoi. D'accord, oui. Super. Oui. D'accord. Donc, monsieur Luc, vous êtes là, vous regardez seulement les jolies photos à la télé, des seins gros, petits. Vous avez une préférence? Est-ce qu'il y a préférence? La préférence, c'est l'individu. Il y a des hommes qui aiment le ensemble, il veut dire l'individu dans son ensemble. Le docteur l'a dit, parce que c'est toute une morphologie. C'est la morphologie. Oui. Donc, si c'est gros, c'est-à-dire que tout est gros, c'est équilibré. Quand c'est harmonieux. Harmonie, c'est ça, voilà, ça qui est bien. C'est ça qui est votre préférence. C'est ce qu'on voit en premier chez une personne. Donc, bien. Le reste vient après. Oui. Monsieur Tassi, est-ce que les hommes même ne sont pas la base de la tombée des seins? Voilà la question. Merci, chère téléspectatrice, de poser cette question. Agrippage, tétage, machin chou.
Et puis, avec le 42 dents, tu vois. Docteur, les hommes ne sont pas à la base de ça, cette affaire-là. Docteur, il faut répondre en levant la main gauche. Jura de dire toute la vérité, rien que la vérité. De toute façon, de quel monde nous ne sommes plus à la base dans ce bas monde? Docteur, les hommes, ils s'agrippent avec tout leur poids, ça tombe. Bon, je ne sais pas comment... Lever la main. Docteur est un homme avant tout. C'est pour ça que je dis qu'il a qu'à lever la main. La main gauche. Bébé même qui fait quel poids là? Si ça peut tomber. On a parlé tout à l'heure du bon positionnement du nouveau-né pendant l'allaitement. Voilà, donc je ne sais pas comment les gens s'agrippent sur les seins de leur partenaire pour les faire tomber. Non, mais là, c'est-à-dire... Mais il faut chercher le bon positionnement. Exactement. Non, au lieu de dire, il faudra faire doucement. Non, parce que là, si vous êtes jeune fille, poitrine, machin, vous avez un petit copain, etc., la poitrine, vous vous donnez moins de chances de garder ça comme ça. Si agrippe trop, et puis s'il suce ça trop. Parce que le docteur a dit que l'allaitement provoque la chute. Vous n'avez pas encore d'enfant, vous avez commencé l'allaitement. Non, mais docteur, il faut positionner c'est le positionnement qui... Quel que soit le positionnement, c'est-à-dire que c'est le mauvais positionnement. L'allaitement tôt, ça va tomber tôt. Allaitement de bébé sans dents, même, ça pousse, ça conduit. Mais là, toi, tu n'es pas bébé. C'est un gros bébé. Un barbu. Et il n'est pas bébé, il commence pas à sucer tôt. Ça va tomber tôt. Docteur, résumé, hein, alors. C'est un résumé qui reste difficile à baliser. Un résumé partisan. Oui, ça les arrange pas. Ils sont liés comme ça. Partisan que quoi? Résumé partisan. Et surtout de mauvaises influences. Oh, et il y a quel? Non, oui, docteur. C'est une question qui est récurrente. Mais est-ce que les pratiques sexuelles font tomber les seins? C'est davantage, vous savez, les seins répondent d'abord aux hormones, d'accord? Et puis ensuite, après, il y a une question d'individualité aussi dans cette histoire. Et après, il y a surtout les maternités derrière. Bon, maintenant, les pratiques sexuelles à elles seules, à mon avis, ne peuvent pas entraîner l'affaissement des seins. Et Charles, mais combien de fois les hommes têtent par jour? Autant de fois qu'ils font le machin. Mais il peut arriver des fois que le jeu s'arrête à ça et puis tout le monde s'arrête. Non, comment tu dis combien de fois? Oui, mais le bébé, lui, il tête autant de fois dans la journée. Jusqu'à ce qu'il grandisse. Oui, déjà, sa poitrine, sa bouche est petite. Il semble que s'il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. Donc, docteur, baissez votre main. Vous avez juré, mais vous ne dites pas toute la vérité. Oui, bon, maintenant, quand il veut s'agripper, toi-même, comme ça, toi-même, tu ne peux pas refuser. Mais après, c'est toi qui subis les conséquences. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il n'a qu'à nous aider à ne pas faire beaucoup. Oh, vous faites tomber nos seins, c'est pas bien. C'est pas bien. Vos enfants, ils sont là, ils font, et puis vous aussi. C'est normal, nous ne sommes pas des saints. Quelqu'un dit qu'il des chirurgies ratées, est-ce qu'il peut avoir des complications après? Au-delà de l'allaitement. Je n'ai pas bien suivi la question. Est-ce que, par rapport, pour passer le pas, vous leur quand même donner toutes les informations? C'est pas une chirurgie ratée. Non, il dit, quelqu'un pose la question, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça peut rater? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça marche toujours, etc.? Alors, est-ce que ça marche toujours? Vous savez, tout est question d'abord de la bonne indication. Tout est question d'abord de la bonne indication. Est-ce que la pathologie est avérée? Voyez? Donc, il faut véritablement faire un bon examen. Et puis ensuite, tout est question des techniques qui sont utilisées pour la chirurgie. Et après, tout est question également de la compétence de celui qui pratique cette chirurgie. Donc, si vous laissez vos seins entre les mains
de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, il va sucer jusqu'à... Il peut vous massacrer. Comme dans tout type de chirurgie. Donc, la compétence de celui qui intervient, elle est importante. Il faut surtout la bonne indication. Mais ici, vous en êtes déjà à la quatrième édition? Alors, nous sommes à la sixième édition de la semaine. Voilà, nous sommes à la 6e édition. Nous avons été interrompus pendant 2 ans par la pandémie de la Covid, sinon on serait à la 8e édition aujourd'hui. Donc, on commence à accumuler de l'expérience. Et donc, dans le parcours que nous avons eu jusqu'à présent, les résultats ont été satisfaisants jusqu'à présent. Voilà. Mais des ratés en chirurgie, ça existe sous tous les cieux et dans toutes les sphères de la chirurgie. Donc, il faut véritablement la bonne indication. D'abord, surtout en ce qui concerne ce type de chirurgie, il faut la bonne indication. Ceux que nous faisons intervenir au cours de nos semaines sont des gens qui n'ont fait que ça toute leur vie. Ils ont 20 ans d'expérience derrière eux. Et donc, forcément, c'est des mains qui sont très expérimentées que nous faisons venir pour c'est des mains qui sont en odeur de sainteté avec les seins. Voilà. Alors, est-ce que vous faites le dégraissage par chirurgie? C'est une question d'un téléspectateur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, ça s'appelle de la liposuction. Ça s'appelle de la liposuction. Dans la chirurgie de l'augmentation, on peut faire appel à cette technique. De l'augmentation. Renvoyer de la graisse. On peut faire appel à cette technique. Vous enlevez la graisse, on enlève la graisse. Dans le ventre, dans le ventre. Si la personne même, elle est comme ça, il y a la graisse toujours. On va prendre la graisse. Il y a toujours de la graisse. Quelque part dans le corps de la personne. Donc, c'est de la graisse que vous envoyez. Elle ne peut avoir de la graisse. Il y a toujours de la graisse. Excusez-moi, donc Daniel, là-bas, il peut avoir de la graisse. Il a de la graisse, oui. Oh, non, moi, tout le monde a toujours de la graisse. Alors, mais la question peut être en rapport avec d'autres demandes. Abdominales, j'imagine. J'imagine que c'est là la demande. Aujourd'hui, nous sommes d'abord dans la chirurgie plastique esthétique mammaire. Parce que c'est un choix que nous avons fait pour répondre à des besoins spécifiques. C'est un choix. Au début, nous avons même commencé avec seulement de la réduction mammaire pour les femmes qui sont gênées par leur volume de sein. Et progressivement, nous sommes en train d'ouvrir la vanne. Voilà. Après-demain, nous irons certainement vers d'autres demandes, comme les abdominaux plastis, par exemple. Mais pour l'instant, nous sommes que dans la chirurgie mammaire. Alors, vraiment, mon mari a fait tomber mes seins. Mes enfants n'ont pas fait ça. Il aime trop téter, puis il tète les yeux fermés comme un bébé. C'est les yeux fermés là qui te fait le plus mal. Bon, papa, il faut téter maintenant, il faut ouvrir les yeux. Il porte son mari sur ses jambes. Et puis elle dit que mes enfants n'ont pas fait ça. Par contre, il y a un autre qui dit, je pense que c'est plutôt nous les hommes, suissant les seins, qui les rendons encore plus en forme. Avocat. Tes syndicalistes sont sur le plateau ici. Tu n'as pas besoin de te rajouter. Il y a les bons syndicalistes ici. Non, mais papa, pardon, pour l'autre cas, là, il faut ouvrir les yeux, pardon. Fermez les yeux, ça va tomber les seins. Tu utilises, syndicaliste. Et les seins. Les syndicalistes sont là. Quelle est la durée des... On peut lui conseiller de préparer un biberon pour son papa, mari. Non. C'est pas le même effet. Bon, je pense que c'est elle-même qui va protester. Elle va dire non, pas le biberon. C'est elle-même qui va protester derrière. Non, sérieusement, c'est sérieux. Et c'est en avril que ça va se faire. Notre semaine va se dérouler du 13 au 21 avril. Mais nous avons commencé dès à présent les pré-consultations. Voilà. Alors, l'équipe qui vient intervenir arrive le 13 et c'est pour prendre en charge immédiatement. Les gens. Donc, nous avons commencé les pré-consultations. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent commencer à s'adresser à nous. Et on prépare leur dossier. Et une fois que l'équipe arrive
réexamine, valide les dossiers, on passe à l'étape de la chirurgie. Oui. Ça passe à la table du boucher? Non. Ça passe à la table de... Voilà, du chirurgien pour... Je vous inviterai à venir voir. À venir. Bon. Je vous inviterai à venir. Comme ça, vous allez voir que un chirurgien est un artiste. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et vous allez voir, quand vous assistez à une chirurgie de réduction mammaire, c'est un véritable chef-d'œuvre. Docteur, je ne vais pas venir. C'est Daniel qui voulait voir. Docteur, je ne vais pas venir. Le sang. Non, vous savez, ça c'est l'image populaire très ancienne du bloc opératoire où on pense qu'il y a du sang partout, etc. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Les choses ont beaucoup évolué. Mais qu'est-ce que vous enlevez sur le sein quand vous dites vous coupez le sein ou bien? Comment? Je pense qu'on fait... Ils enlèvent la graisse. On fait des marques, on fait des tracés. On fait, oui, et ça c'est très bien. C'est très bien. Vous voyez, déjà la préparation, c'est des dessins. La préparation, c'est des architectes du sein. Ah oui, c'est la préparation, c'est des dessins. C'est des dessins pour d'abord voir le volume existant, le volume auquel on aspire. Ensuite, par rapport au volume auquel on aspire, comment est-ce que les mamelons vont être positionnés. Mais il y a des règles qui permettent de faire... c'est des règles de mathématiques, d'arithmétique. Non, on prend des mesures. Oui, ouais, on prend des mesures. Quand vous enlevez, vous enlevez la graisse pour les trop gros là. J'imagine vous enlevez la graisse. Maintenant, la peau, le reste de peau qui peut... Mais tout cela est arrangé. Tout cela est arrangé. Je ne veux pas venir. Vous n'allez pas avoir un excès de peau sur les seins après une chirurgie. Je ne vais pas venir. Au contraire, vous allez avoir une peau qui soutient mieux votre... Bien tendue. Puisque la peau, qui soutient mieux quand il y en a trop, la peau est tendue. Votre sein. Voilà. Donc, c'est un véritable... Je ne vais pas venir. Ne m'invitez pas pour dire que je... Non, moi, je vais venir. Je ne vais pas venir. Regardez-moi celle qui vient là. Il faut avoir de la curiosité. On peut vous mettre derrière la vitre du bloc. Vous pouvez voir à travers où on vous... Ah, bien sûr. C'est une affaire à suivre. Il y a des gens, juste à la vue du bistouri, bien du sang, ils tombent dans les vapes et puis après, ils disent « je suis où ?» Donc, il faut se connaître. Moi, le seul métier dont je suis sûr que je... C'est pas une chirurgie qui... Quand là, les gens, vous allez mettre vos trucs là, non? Et puis, il va y avoir des machines qui vont faire pi, pi. Ça, là même déjà, c'est que je suis mort. Ou bien, non, tu es au pas où tu es mort. L'hôpital doit être l'endroit le plus sûr. Non, pas c'est pas ce que je voulais dire. L'hôpital doit être l'ami. Ou l'ami de l'homme. On ne doit pas avoir peur de l'hôpital. Non, c'est pas que j'ai peur. Mais c'est que je n'aime pas trop me traîner dans ces parcs-là. Un ami, on va lui rendre visite très souvent. Moi, je n'ai pas envie d'aller. Hôpital dérive de hospitalité. Oui, je préfère l'hôtel. Et puis la maison. Je préfère hôpital, pardon. Et puis quand tu vas là, tu vois... Tout c'est du blanc, des fois du bleu. Tu le vois bien dans le truc là. J'ai vu. Et puis ce qui tue là, c'est les machines qui font pi. C'est ça fait le truc là. Pi. Tu vois, tu sais que là où tu es là, il y a la vie, il peut y avoir la mort. C'est bizarre, hein, c'est mon appréhension. Je n'aime pas les hôpitaux. C'est une phobie. Hein. Je n'aime pas les hôpitaux. C'est une phobie. Oui. Il faut qu'on en parle hors antenne. Pour guérir ça. Pour guérir ça. Hein. À l'hôpital. Non, vous devez plutôt être rassuré. Quand vous êtes à l'hôpital. Oui, rassuré. Tous ces équipements dont tu parles, ça doit plutôt te rassurer. Oui, ça rassure. Ça doit plutôt te rassurer que... Docteur, vous avez raison. Vous êtes surveillé, vous
vous êtes dans de bonnes mains. Hein, ça docteur, doit vous avez vous raison. rassurer. Mais quand ça arrive sur ça, ce que vous venez de dire là, je vous dis, va y tonu à dire, et toi, c'est la noix, et toi, c'est la noix, va y tonu à dire, m'envoyant à parler d'audition là. On va parler d'audition parce que vraiment, ça commence par. J'entends pas bien. Mais en même temps, il faut. Ça fait partie de notre quotidien. Oui, hein. Les populations ont peur de la chirurgie. Et moi, quand je discute souvent avec mes patients, je me rends compte que la peur se situe d'abord, au niveau de l'anesthésie. J'ai peur qu'on m'endorme. Oui, est-ce que je me réveille? Et puis, secondo, la peur se situe au niveau de est-ce que je vais souffrir après, est-ce que je vais avoir mal après. Et ça, aujourd'hui, on doit être rassuré. On doit être rassuré parce que les choses ont énormément évolué. Quand vous prenez l'anesthésie, par exemple, les produits qui sont utilisés aujourd'hui sont des produits qui sont de plus en plus sécures, qu'on maîtrise. C'est-à-dire que l'anesthésiste, l'anesthésie est assez bien réglée aujourd'hui. L'anesthésie, il vous endort, il vous réveille aussitôt après votre intervention. Parce que c'est des produits qui sont maîtrisés, qui sont bien connus, etc. etc. Donc, lorsqu'on respecte également les règles, d'abord, de la sélection du patient. C'est pour ça qu'avant une anesthésie, on vous soumet à des examens pour vous évaluer, pour pouvoir prévoir éventuellement comment est-ce qu'il faut faire ceci et cela, etc. Donc, à partir du moment où cette étape est bien suivie, il n'y a pas à avoir peur. Oui, là, docteur, c'est vrai. Secondo, les équipements que nous avons aujourd'hui permettent également, au jour d'aujourd'hui, d'endormir un patient et d'être en mode pilotage automatique comme dans un avion. Mais vous savez ce qui se passe en l'air? Les pilotes dorment la plupart du temps. Mais si c'est rassurant aussi. Oui, c'est vrai. Ils dorment la plupart du temps. Et la chirurgie est souvent comparée au pilotage. Et la manière dont on règle les choses dans un bloc opératoire, c'est un peu comme dans l'aéronautique, où vous avez cette checklist. Est-ce que vous avez vérifié ceci, checklist de ceci, checklist de cela, etc. Docteur, on sait tout ça, mais ça moi, récemment, pour pouvoir faire une chirurgie, j'ai parlé, le médecin parlait jusqu'à le médecin du tapis du poche sur la parole, on va te faire ça. Et puis on m'a pas informé, on vient me sortir. Et quand j'étais là, j'ai dit, docteur, et là, il y aura fort de tout ce que je peux connaître. Voilà. Donc, c'est vrai que vous nous rassurez comme ça, hein, mais laissez-nous avoir peur aussi un peu. Je pense qu'il faut qu'on guérisse. C'est une phobie dont il faut se guérir. Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Non, les gens ont tellement peur qu'ils se cachent et meurent avec leur affection. C'est vrai, vous avez ça fait trop de dégâts. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Alors, deuxième chose, la peur de la douleur. La peur de la douleur. Ah, ça, moi, j'ai eu mal. Aujourd'hui, la douleur doit être traitée. C'est révolu le temps où on dit oui, ça fait mal. Non, la douleur doit être traitée. On ne doit plus souffrir. Et quand on a mal, il faut vous donner des médicaments pour que vous ayez quasiment zéro douleur. Le confort possible. C'est important. Et c'est possible aujourd'hui. Si on se confie à des mains expertes, ça peut se faire. Docteur, tout ça, ça va se passer où? On va donner, c'est à la clinique des Roses. C'est à la clinique des Roses à Agbalé-Pédo. Vous êtes situé à Agbalé-Pédo. Oui. Les contacts vont... La fiche est passée à plusieurs reprises, mais je pense qu'on va donner quand même un contact. Ou alors on repasse une fois la fiche pour les pré-consultations, là. Oui. Pour toutes les personnes intéressées. Il y a des gens qui m'écrivent, et nous qui sommes à l'intérieur du pays, ah ben la vie est un choix, vous pouvez toujours prendre aller-retour. Voilà quoi, il faut choisir. Maintenant, le budget, vous allez discuter avec les gens, est-ce que ça peut être abordable pour tout le monde? Les assurances ne prennent même pas ça? Alors, une chose est sûre... Pour finir rapidement en 30 secondes. Oui, une chose est sûre, le budget, il est dans les cordes, hein, parce que il faut s'imaginer que au lieu que les gens aillent à l'étranger pour se faire opérer, nous faisons venir les spécialistes ici pour eux.
et à des tarifs qui sont complètement forfaitaires parce que c'est un recouvrement qu'on fait des frais opératoires et des frais de pharmacie. Donc, prenez les contacts, s'il vous plaît, sur la fiche. Vous prenez la photo de la fiche. Vous avez les 2 contacts dessus. Vous pourrez donc appeler, avoir toutes les informations quant à cette mission de chirurgie plastique et esthétique mammaire. Oui. Donc, les gens auront toutes les informations, ils viennent et puis voilà. Tout le reste des informations, c'est par là. On va parler d'audition. Vous voyez, quand le docteur me dit « n'aie pas peur de l'hôpital », moi, j'entends plus bien. Je rentre dans les 1,5 milliard de personnes qui, dans le monde, souffrent de problèmes d'audition et de déficience auditive. Problème d'audition, déficience auditive. Donc, monsieur Luc Nakoutassi, c'est des gens qui n'entendent pas bien ou bien pas du tout, du tout. Vous qui êtes orthophoniste, quel est le schéma, quelle est la situation sous nos cieux? Vous en rencontrez beaucoup, il en existe vraiment beaucoup? Merci pour l'occasion. En fait, tout ce qui tourne autour de l'oreille et de l'audition, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Le chiffre que vous avez avancé, 1 milliard. Dans le monde, 1,5 milliard dans le monde de personnes qui ont des problèmes. Vous voyez que c'est pas sur 8 fameux. milliards. Hein. Sur 8 milliards. C'est pour ça qu'il y a les guerres, ils ne s'entendent pas. Donc, vous comprenez déjà que ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Donc, maintenant, quand on rapporte ça à notre niveau, déjà, quand on prend tout ce qui tourne autour des causes dans nos milieux défavorisés, on sait déjà que ça doit être plus... Assez important. Assez important. Alors, parce que c'est tout ce qui rentre dans l'oreille, dans son entretien, dans son soin, qui peut éviter en grande partie les troubles de l'audition qui seront des troubles acquis. Ça veut dire qu'on peut naître avec, c'est vrai, mais on peut aussi développer ça. Et aujourd'hui, ce qu'on rencontre de plus en plus, c'est les enfants qui développent des troubles de l'audition. Ils ne sont pas nés avec. Ils ne sont pas toujours nés avec. Parce que quand on fait les entretiens, quand on fait les examens, tout ça, on se rend compte que l'enfant même produit des mots. Alors que dans une surdité congénitale, c'est très caractéristique que l'enfant parle tardivement, que l'enfant joue avec sa voix tardivement. Okay. Mais on rencontre des enfants qui ont quand même cette tendance à parler, mais qui ont des difficultés à entendre. Donc, ce qui veut dire que c'est acquis, ce n'est pas congénital. La personne a rencontré. Donc, ça. Okay. On parle des fois des infections qui créent ça. Oui, lorsqu'on parle des infections, on les a sous les 2 ordres. Ça peut être les infections au cours de la grossesse ou ça peut être des infections après. Et surtout au cours de la grossesse, on demande souvent des examens par rapport pour pouvoir... Un bilan auditif. Voilà. Non, au niveau de la maman. Ok, d'accord. Okay. Et il y a une analyse qui est souvent demandée pour pouvoir dépister si... Au cours de la grossesse? Au cours de la grossesse. Ah bon? Oui, oui. C'est quelle analyse, ça? Comment on appelle ça? Toxoplasmose, c'est pour... Oui, c'est pour voir si l'enfant n'a pas un peu... Tout ça, il y a aussi, j'ai oublié le nom, la rubéole qui aussi cause ça au niveau de la conception. Et maintenant, après l'accouchement, il y a tout ce qui tourne autour des maladies du nouveau-né de l'enfant et autres, et comprennent des infections au niveau de l'oreille. Et quand on parle de l'oreille, il y a plusieurs niveaux. Il y a juste là où nous introduisons, malheureusement, ce qui est déconseillé, les cotons-tiges. Et les plumes. Le coton-tige, c'est pour les bébés. Même oui, il paraît qu'il ne faut pas nettoyer les oreilles des bébés avec coton-tige. Même les adultes. Ce n'est pas permis. Attends. Excusez-moi de faire un geste qui est pas propre. Façon, c'est dit que... Donc, on ne va pas se nettoyer les oreilles. Avec des fous... J'ai un ami qui est revenu des États-Unis. Non, tu veux rire? Il me dit que quand il est de l'autre côté, ce qui lui manque, c'est le coucou fou là. Et quand il y a quelqu'un qui vient de il commande, on lui envoie un bon paquet. Oui. Et puis tu mets dans Amizozo. Mon frère, le coup de... Oui, ça c'est... En fait, vous voyez, on est dans la sensation, ça.
On est dans la sensation. Je ne veux pas aller sur un terrain un peu psychologique et autres, parce que c'est une forme. C'est une forme de plaisir. De plaisir, ok. On est d'accord qu'on éprouve en ce moment. Ah bon? C'est vrai. Maintenant, quand vous dites plaisir, j'imagine sexuel. Bon, je ne sais pas. Pas l'oreille. Il veut pas aller sur un terrain. Restons sur ce terrain. Voilà, restons sur ce terrain. Maintenant, la plume qu'on introduit, oui. Vous voyez, elle comporte naturellement certaines choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Qui peuvent infecter. On va laver, on va nettoyer. On ne sait pas. Tout ça, là, on va laisser ça de côté. C'est pour ça qu'on déconseille. L'oreille, logiquement, s'entretient. C'est naturellement s'auto-lave, comme on le dit. Oui, mais des fois, tu vois dans l'oreille, il y a des clés. Vous savez, ça pique et puis c'est ça dedans. Sans cette sécrétion, l'oreille n'est pas en sécurité. Quand vous enlevez tout dans l'oreille... Et tout me mis là. Oui, c'est cette sécrétion qui entretient l'oreille. Bon, entre guillemets, je parle sous le contrôle du docteur, en gynécologie. Est-ce que combien de fois les gynécologues lavent l'intérieur? Ils nous déconseillent même de laver ça. Ils disent, avant nous-mêmes, on pensait qu'on faisait, tu prends, tu branches tous les tuyaux de la République, tu fais... Mais justement. Maintenant, ils disent ne plus faire. C'est comme ça. À part la bouche qu'on demande de brosser, parce que c'est normal. Oui. Combien de fois vous nettoyez vos narines? Combien de fois vous nettoyez vos yeux? Ce sont des organes qui s'entretiennent naturellement. Le cérumen qui est au niveau de l'oreille, quand ça se sécrète, ça protège l'oreille. Quand un objet doit rentrer, c'est ça même qui va freiner l'oreille. Maintenant, quand le cérumen, là, il se fait voir comme ça. C'est pour ça que c'est conseillé de consulter. On n'a qu'à venir, vous n'avez pas l'argent. Non. Vous voyez, la meilleure manière de se soigner, c'est de prévenir. Aujourd'hui, normalement, à l'hôpital, on ne devrait pas être là pour accueillir les gens, pour les soigner. Non. Normalement, notre devoir en tant qu'agent de santé, c'est de permettre aux gens de ne pas tomber malades. Mais nous n'en faisons pas autant. Des fois, vous faites, mais nous-mêmes, on est trop autométrie. Nous n'en faisons pas autant. On suppose que nous n'en faisons pas autant. Sinon, vous ne devrez pas attendre d'avoir des problèmes d'oreille avant d'aller voir un ORL. Vous ne devez pas attendre d'avoir des problèmes d'yeux avant d'aller voir un ophtalmo. Vous savez combien de temps il faut passer là-bas au CHU pour voir un ORL, même quand tu es malade? Et là, vous venez nous dire que même quand tu n'es pas malade, tu vas aller rester là-bas jusqu'à... Des fois, l'ORL, il nettoie. Comment Bien sûr. Il nettoie. Avec de l'eau. Avec de l'eau, il nettoie, il sort des trucs. Oui. Si moi-même, je prends le bic là, il y a des bics là que... Le bout est pointu, ça rentre bien. Ou alors tu sais, et puis tu enlèves... C'est ce qu'il fait aussi. Tu coupes Prendi, puis tu coupes là. C'est dangereux. Je sais, non? Ça pique, ça pique. Oui, mais et puis tu... Vous savez qu'il y a des gens qui font même ça avec trombone. C'est la sorcellerie, quoi. Des fois, tu te dis, tu cherches quoi, tu ne sais pas. Et allumette, trombone. Oui, allumette, là, c'est bon. Hein. Tu vois, il va dire que c'est pas bon. Oui. Non. En fait, vous voyez, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une démarche où nous allons être culpabilisés parce que nous rejetons certaines pratiques. Non. Mais vous dites que c'est pas bon. Mais c'est justement parce que le risque, vous voyez, le risque que nous courons en pratiquant cela, c'est ce que nous ne conseillons pas. Mais l'homme étant ce qu'il est, c'est compliqué. C'est quand le bout du coton-tige tombe qu'il court. Le temps que vous êtes en train de refuser d'attendre, il va même faire 2 jours. Comme c'est arrivé déjà, en consultation. Comme c'est arrivé déjà. Il faut reconnaître qu'il y a certaines spécialités qui, à un moment donné, étaient rares. Ça, c'est vrai. Même avant, pour trouver un gynéco, ce n'était pas évident. Pour trouver un pédiatre, ce n'était pas évident. Pour trouver un ORL, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a de ces spécialités. Et reconnaissons-le, au-delà de tout, même s'il y a certaines populations, qu'on le veuille ou pas, qui sont sans spécialistes, aujourd'hui, quand on prend toute l'étendue du territoire, on n'a pas forcément besoin
de venir à Lomé Je pour se vais à soigner. Lomé pour avoir certains spéciales. Mais pour faire, Même à pour faire Lomé, la mammographie, il faut venir à Lomé. Même à Lomé, normalement, le CHU n'est pas là pour accueillir tout le monde. C'est clair. Vous voyez? Il y a les C'est parce USP. que nous-mêmes, nous ne respectons pas les... C'est pas qu'on ne respecte, on ne sait pas. Que c'est pas gradation, que c'est l'USP, que c'est le CMS, que c'est, on ne sait pas. Nous, on va directement au centre de référence. Donc, c'est ça aussi qui connaît fait pas. que il y a l'attente qui est longue. Mais si Parce je vais qu'on au reçoit CMS à Dogon, mais je peux avoir un ORL là-bas. tous ceux qui sortent des écoles de formation ont des notions de base. Il faut reconnaître que tout ce qui concerne les maladies de l'oreille et de l'audition peuvent se soigner Les généralistes. partout, dans chaque formation sanitaire. Parce que quand quelqu'un sort d'une formation diplômante pratique en santé, qu'il soit infirmier, qu'il soit médecin, généraliste ou pas, il a ses capacités de soigner tout ce qui est primaire. Maintenant, c'est quand ça va être poussé qu'il faut aller vers le Voilà. spécialiste. C'est quand il faut que c'est à lui de référer la personne vers le spécialiste pour lui dire, OK, là, voilà ce que moi j'ai fait, mais voilà ce que je vous demande de faire pour la suite. Donc, naturellement, des petits bobos d'oreille, ça se soigne. Vous allez au niveau de l'USP, l'unité de soins périphériques, ou le petit centre de santé public, et aujourd'hui, reconnaissons qu'il y en a beaucoup. Par rapport à la couverture, il y a eu beaucoup d'évolutions, ça c'est clair. Et aujourd'hui même, c'est plus pratique parce que de façon proportionnelle, il y a des médecins dans les centres médico-sociaux. Et des fois, il y a plus d'un médecin. Surtout à Lomé, même à l'intérieur, il y a toujours un médecin. C'est pour dire de ne pas attendre d'aller faire la queue quelque part. Voilà. Maintenant, on parle de des oreilles-là. Un téléspectateur depuis Dapon demande, moi particulièrement, c'est vrai, je ne me nettoie pas les oreilles. Mais le cérumen qui sèche, vu que nous sommes en harmattan, ça sèche et bouche mes oreilles. Donc comme ça, il va devenir sourd temporaire. Donc je suis obligé souvent de faire moi-même un lavage pour déboucher mes oreilles. Comment il fait? Je ne sais pas, hein. Que faut-il faire dans mon cas? Mais comment est-ce qu'on va attendre jusqu'à... Ça va être plein. Non, des fois même, c'est pas... C'est que des fois, tu as la Tu sensation entends que ça dedans. pique. Et puis ça fait Tu glou-glou dedans, comme il y a dois quelque mettre chose. quelque chose dedans, quoi. Oui, Ça fait glou, glou, c'est glou, une glou question dedans, ça fait- d'habitude. Mais souvent, quand vous mettez, vous trouvez quoi? Rien. Non? Oui, On trouve des quelque choses. chose. Quelque chose sort, oui. C'est ça. Quelque chose Vous sort. voyez, c'est comme si aujourd'hui, nous sommes dans une habitude. Vous voyez, vous avez l'habitude de manger certains aliments. Vous avez l'habitude d'introduire des choses dans vos oreilles. C'est une habitude. Donc, quand vous faites 2 jours, vous ne l'avez pas fait, vous avez la Ça va piquer. sensation comme si il y a quelque chose qui Il faut qui sortir fait. quelque chose. Et vous allez vers la pratique. Sinon, de façon générale, il n'y a rien. Et surtout, le danger même qu'on s'expose à l'infection parce que lorsque nous mettons le bouchon, chez les enfants, comme vous l'avez dit, quand on met coton-tige, d'abord le conduit de l'enfant, il n'est pas aussi grand par rapport au bout du coton-tige. Donc, ça veut dire que le cérumen là, on fait quoi? On le ramène. On le ramène par plus à derrière. l'intérieur. Et il va vers le tympan. Hein? Et quand il va vers le tympan c'est comme, c'est le premier niveau de traitement du bruit. Parce que l'audition, c'est quoi? C'est que j'écoute et je comprends. Si aujourd'hui on m'appelle, je réponds parce que j'ai entendu un bruit. Mon cerveau a traité et il m'a dit que c'est mon nom. Sinon, on ne peut pas dire lisse et Luc va répondre. C'est vrai que c'est toujours 3 lettres, mais ce n'est pas la même chose. C'est la, mais ce n'est pas la même chose. Donc quand on dit lisse, quand j'entends c'est traité, je ne réponds pas, parce que ce n'est pas moi. Donc, si le tympan, qui est la première membrane, qui doit amplifier et transmettre pour que les autres transforment ça, pour que j'écoute, est défectueux, C'est gâté. c'est gâté. Et quand on pousse le bouchon qui va là-bas, ça veut dire qu'il y a un blocage. Le son vient, Il il ne ne reçoit pas très bien le son. Donc, déjà, nous-mêmes, nous encourageons. Si, supposons qu'il y a eu une bactérie qui
était rentrée, qui devait sortir. Vous l'avez poussée. Oui. Ça veut dire qu'elle va infecter l'oreille. Oui. Ça va trouer Continuer. le tympan. Ça va aller bousiller tout, parce que derrière le tympan, il y a tout le mécanisme qui permet, ça mange ça, et puis maintenant, le pus sort. Et des fois, l'enfant est enrhumé. Enrhumé. Parce qu'il y a, oui. Parce qu'il y a problème dans l'oreille. Oui. Oui, oui. Effectivement. C'est ORL. L'enfant est enrhumé. Ah. Le rhume, c'est quoi? Si ça se contamine, ça veut dire que il y a des microbes. C'est des microbes. Ouais. On est d'accord. Mais quand l'enfant est enrhumé, le rhume n'est pas bien traité. Et il y a ce problème. Ça veut dire qu'il peut y avoir infection. Forcément. Forcément. Et quand il y a infection, vous allez traiter le rhume, vous allez penser que c'est fini. Demain, c'est l'oreille qui coule. Vous allez aller chercher Amiibo ou Amizozo, bien quoi. Ah non, on fait pour Voilà. les roses, pour l'oreille, on fait. Ouais. Et Népi Bamiibo. Voilà. On met coton, on Justement. ferme. Et c'est vrai. On est médecin dans ce pays. C'est parce que Non. 1 mois, 2 mois, ça s'arrête. Ou 1 semaine, 10 C'est jours, guéri, ça s'arrête. non, On trouve que c'est le guéri. médicament est super Non, bien. c'est parce que tout ce qu'il y avait à consommer est consommé. On Le s'est tympan est déjà mangé. Donc, la bactérie ou le virus est là-bas, là, il mange quoi? Pour que l'eau sorte. Il n'y a rien. On est d'accord? Donc, c'est que c'est les dégâts. Mais Les dégâts sont là. ont été déjà faits. Mais nous, déjà comme fait. on ne sent plus rien derrière, Justement, on se dit pense que c'est c'est guéri. bon. Et maintenant, 1 an, 2 ans après, c'est l'enfant qu'on appelle et il est là, il répond difficilement. Et quand on vient, même simple... C'est là que le pouce qui a mangé son oreille. Voilà, lorsqu'on regarde, on voit que l'enfant, c'est qu'il y a une perforation. Si c'est une seule oreille, Dieu merci, ça veut dire qu'il va entendre avec l'autre oreille. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est le premier niveau. Et s'il y a chance, ça peut se reconstituer. Mais s'il n'y a pas chance, ça dépend. Le traitement peut permettre quand même de reconstituer. Mais au cas où ce n'est pas possible, Et voilà. ça veut dire qu'on peut aller faire une chirurgie. Est-ce qu'on a les moyens? C'est de ça. Chirurgie auditive. Bien sûr. On va c'est ouvrir. possible. C'est comme, même au niveau, les implants cochléaires, tout ça, là, pour pouvoir écouter, on peut implanter quelque chose au niveau. Aujourd'hui, c'est quand même assez développé. Voilà. Hein, ça peut être avant, ça dispositifs. peut être au niveau du cerveau, ça peut être au niveau de l'oreille interne, parce qu'on a tout ce qui est externe, c'est ce qui est avant, tout ce qui est interne, c'est après. Et on a le nerf auditif. Donc on peut faire la chirurgie sur le nerf ou à l'intérieur. Vous voyez déjà ce que vous avez causé contre un petit traitement au niveau de l'USP. On dit non, l'oreille avait... Pour ça, je dis, il y a plus aujourd'hui des problèmes d'oreille et de l'audition liés au développement que ce qui est diagnostiqué au départ. Parce que même, c'est vrai, au Togo, on pense que ce n'est pas fait, mais les sages-femmes dépistent systématiquement. Parce que dans le protocole d'examen de l'enfant, du nouveau-né, il y a tout ce que les sages-femmes font, les amène à déjà savoir si l'enfant entend, si l'enfant n'a pas de problème de vision, si l'enfant n'a pas un problème au niveau moteur. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le minimum est fait. Et dès qu'on constate quelque chose, l'enfant est immédiatement référé au pédiatre. Et il y a des dispositions qui sont prises. Et de plus en plus, quand ça se constate et l'accompagnement est mis en place, ça marche. Dans certains pays développés, il y a des examens qu'on peut faire au nouveau-né. Pour voir s'il entend? S'il entend ou pas. Et ça, c'est sans sa réaction. C'est des choses... Ah bon? Parce que on peut émettre des sons. Il n'entend pas. Oui, c'est automatique. C'est automatique. Donc, c'est des évaluations automatiques qu'on fait. Ça permet de voir si le son arrive, il rentre, est-ce qu'il est traité au niveau du nerf et voilà. on peut... Alors, est-ce que pour son bébé, pour un enfant, comment est-ce qu'on peut dépister si l'enfant va avoir des troubles? Parce que les enfants, des fois, ils font des chichis. Hein. Tu l'appelles, il regarde sa télé, bien, il est concentré sur ce qu'il fait, tu l'appelles, il ne répond pas. Mais tu sais que c'est un enfant qui réagit très souvent. Des fois, tu l'appelles, il répond, mais après, il fait son chichi. Comment est-ce qu'on peut savoir que l'enfant qui vient va avoir un trouble auditif? Déjà, à la naissance, si on a tout fait, l'enfant réagit au bruit. Et quand on dit que quelqu'un entend, c'est que c'est en dehors de son regard. C'est en dehors de son regard et on émet un bruit et la personne va réagir.
Donc, c'est la même chose qu'on fait avec un enfant. Et récemment, nous avons eu une orthophoniste que nous avons eu l'honneur d'encadrer pour son mémoire de fin d'année, où nous avons travaillé sur cette thématique de dépistage des nouveau-nés dans les maternités, et avec le concours des ORL. Et donc, nous sommes en train de compléter le protocole des sages-femmes en matière de dépistage. Donc, pour que ça soit systématique. Et précis. Voilà. Maintenant, quand c'est un enfant naturellement, il faut constater qu'il y a une baisse de réaction au bruit. Un enfant qui n'est pas le nouveau-né qui grandit, à 6 mois, l'enfant joue avec sa voix. L'enfant fait des petits bruits, on dit l'enfant gazouille, tout ça. Donc l'enfant fait les... Mais quand l'enfant ne les fait pas de façon harmonieuse, peut-être que c'est un enfant qui est trop sage. Vous voyez les enfants, quand on ne doit pas être fier d'un bébé qui dort beaucoup, qui ne se réveille pas. Tranquille. Non, mais le bébé, quand il dort, c'est vrai qu'il dort dans la journée, mais certains bruits doivent le faire sursauter. Mais quand il est trop sage, c'est pas bien. Quand c'est saute aussi, on dit qu'il a peur. Et qu'il faut, dans certaines traditions, il faut lui faire des scarifications. Et pour qu'il n'ait pas bon, peur. On laisse tout ça de côté. Voilà. Maintenant, l'enfant, déjà, autour de 15 mois, quand il dit autour, 1 an. 1 an, 3 mois. 1 an, 3 mois, tout ça, l'enfant au moins dit quelque chose, même si ce n'est pas clair. Mais Maman. On se dit qu'à 2 ans, l'enfant parle. Mais si, depuis, l'enfant ne joue pas avec sa voix jusqu'à 1 an, il faut consulter. Et vous voyez que non. Quand vous dites ne joue pas avec sa voix, ça veut dire qu'il n'émet pas de son, comme vous dites, voilà. harmonieux. Voilà. C'est pas vraiment... C'est pas comme l'enfant du voisin avec qui j'ai accouché. C'est pas comme... Oui, mais bon, on ne compare pas toujours parce que l'autre, il peut avoir poussé toutes ses dents, il peut avoir marché tôt, l'autre peut avoir... Chacun est à son rythme, non? Non. Il faut... C'est ça souvent nos erreurs. Chacun a son rythme sur certains aspects. OK. Mais pas sur le parler, la marche. OK. On a... Aujourd'hui, quand l'enfant a des problèmes, le pédiatre le reçoit, il dit, c'est pas grave, parce que le pédiatre a le repère. Il sait que l'enfant parle à 2 ans. Mais si, jusqu'à 1 an et demi, l'enfant a quand même des réactions qui sont dans la marge des réactions, mais ne parle pas, c'est pas grave. Mais quand c'est vraiment un déphasage, l'enfant à 1 an et demi ne fait pas des choses de 8 mois. Non, il ne va pas attendre parce que l'enfant a 1 an et demi, donc on ne va pas attendre 2 ans. Mais il faut au moins se poser la question, pourquoi ce décalage? Il y a ce décalage. Il faut mettre en place un accompagnement de l'éducation pour accompagner les parents et pour que jusqu'à 2 ans, qu'on puisse diagnostiquer. C'est la même chose pour la marche, c'est la même chose pour beaucoup d'autres choses. Donc, mais quand on dit non, son grand frère avait pas marché vite. Oui, c'est l'hérédité. Pour aller vers aussi tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est congénital, tout ce qui est génétique. Parce que ce n'est pas parce que mon frère a marché tard que moi, je dois marcher tard. Je dois marcher tard. On l'a dit. C'est pas toujours ça. C'est pas systématique toujours. Pas systématique. Donc, quand on détecte une petite anomalie, autant rapidement signaler au médecin qui commence, s'il y a besoin, une prise en charge précoce. Parce qu'on sait qu'en toute chose, la prise en charge précoce offre plus de chances de gagner. Et un enfant à l'école, au CP ou à la maternelle, mais après au CP, tout ça, on voit que sa performance n'est pas ce qu'il devrait être. C'est vrai. Et quand on dit performance, toujours en faisant référence à l'audition, parce que c'est un enfant, il n'écrit pas comme ce qu'il entend, il ne répond pas rapidement. On est obligé de répéter pour qu'il se fasse, avant qu'il ne comprenne et qu'il ne réponde. C'est des signes. Et c'est aussi un enfant qui ne peut pas réagir sans forcément vous fixer. OK, il faut qu'il entende avec quand les il yeux. quand il n'est pas dans votre champ
Ou quand, voilà, quand vous n'êtes pas Dans son quand champ. Dans son vous n'êtes champ, pas dans son il champ, réagit pas. il réagit timidement. Mais quand vous êtes dans son champ, tout se passe plus ou moins bien parce qu'il utilise aussi la vision, il utilise la lecture labiale. Donc, c'est des signes. Maintenant, aussi, quand on va dans tout ce qui est acquis, vous savez taper les enfants, c'est vrai. Des fois, quand on s'énerve, la gifle elle part, hein, la main est légère. Mais tout ce qui est traumatique, on a parlé de coton-tige, mais il y a aussi les gifles. Ah oui. Il y a aussi les gifles. Maintenant, il y a aussi... De gifler enfant. Même adulte. Petit enfant. Même adulte. Ah, si un adulte te mérite, tu lui envoies ça, une gifle historique. Il va être mieux pour un moment. Donc, ça peut créer un traumatisme, au niveau de l'oreille. D'accord. C'est ça. La méningite, c'est vrai, Oui, c'est des causes. C'est vrai aussi. Maintenant, il y a des nouvelles causes aujourd'hui. C'est lesquelles? C'est quand nous-mêmes, nous décidons de devenir, dans 5-10 ans, sourds. On met l'écouteur. Voilà, c'est un choix. Très fort décibel. C'est ça, c'est un choix. Avec le Bluetooth ou bien les deux, et peut-être la personne écoute, elle est fière, oui. Mais le bruit étant trop fort, ça va endommager. Et puis, il dit qu'on choisit, là. C'est quoi? Enfants aussi. Bien sûr. Vous voyez, même un nouveau-né ou une maison bien ambiante, vous voyez, le bruit est au-delà de ce qui devait être. Oui, vous avez le matériel de sono. Vous voulez vous faire plaisir. Même il y a un bar à côté. C'est votre droit. Tu vis à côté d'un bar. Aujourd'hui, pour les bars, quand même, avec la nouvelle législation, vous aurez constaté qu'il y a quand même plus ou moins de discipline. Si vous le dites. Mais si vous le dites, il y a encore beaucoup de travail. Oui, plus ou moins de discipline. Donc, il y a tout ça là. Les bars, les églises. Ah, donc ceux qui tout le temps dorment à l'église, qui sont sous adoration, donc c'est des gens qui programment aussi leur surdité. Quelqu'un dit, parfois pendant le bain, l'eau entre dans l'oreille. Comment on fait pour faire sortir cette goutte d'eau qui dérange? Ça fait glou, 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 sans utiliser coton-tige. Vous qui dites que Mimazan coton-tige, répondez à la question là. Trouvez-nous le moyen de sortir la goutte d'eau. Des oreilles de l'enfant aussi. Tout ce qui rentre dans l'oreille ressort. Mais le temps que ça ressort, ça vous est jamais arrivé? C'est désagréable. Moi, j'ai toujours fait l'expérience là. Dès que ça rentre, quand tu fais ça, tu fais des mouvements, tu fais des mouvements. Ça ressort. Tu fais ça sans pas. Moi, des fois, il me suffit juste de tirer dessus, et ça ressort. Merci. Ça ressort. Il y a des petites manipulations. Même qui n'entendent pas. Il y a des oreilles qui n'entendent pas. Donc, de toute façon, nous aussi, on aime les seins, on ne voulait pas vous suivre dans votre vie. C'est de la même façon que vous aimez introduire coton-tige et tout ça dans vos oreilles, vous ne voulez pas nous suivre sur ce terrain. Sinon, c'est vrai, nous parlons de moyens, mais au moins une fois dans l'année. Vous faites quoi? Il faut consulter un oreille. Il faut aller voir, il faut faire un bilan. INAM ne prend pas ça en charge. INAM attend que tu sois malade avant de venir te payer. Ta vie, c'est la vie de INAM. Non, vous ne pouvez vous pas vous avez dit la prévention c'est bien. Tout le monde sait que prévention c'est bien. Maintenant, si toi-même tu vas, tu dis je vais faire bilan, on dit tu es malade. Tu dis tu n'es pas malade, il faut donner ton argent entier. Non, comme c'est comme ça là. Non. Tu attends et puis rectificatif lisse. Oui. Je ne peux pas me lever et aller faire mon bilan. Vous avez dit une fois. C'est pas à moi de décider, mais allez consulter. Est-ce que vous êtes allé chez l'ORL, il vous a chassé que vous n'êtes pas malade? Est-ce que vous êtes allé chez le dentiste, il vous a chassé? Est-ce que vous êtes allé voir docteur pour consulter? Vous êtes femme. Je suis venu voir mon gynécologue. Je ne souffre de rien. Et il vous a dit non. Allez, quand vous allez tomber malade, vous allez venir. On n'a pas fait ça. Et ça, il n'a pas pris ça. La consultation est payée. Toutes les assurances. Super. Paye ça. Paye ça. Vous avez raison. Docteur, avant que je n'oublie, quelqu'un me demande, bon, c'est le même sujet, mais ce n'est pas le même sujet, par rapport au sein. Est-ce que le fait de prendre du poids fait grossir les seins aussi? Oui. Oui, ça fait grossir. C'est la graisse. C'est la graisse. Quand tu tout fais, voilà, et puis voilà. Donc, globalement... Aujourd'hui, aussi, au niveau du pays, du Togo, il faut, avec le concours de certains partenaires, il y a des évolutions et il y a des dispositions qui sont en train d'être prises en charge
pour disposer d'un centre de dépistage précoce avec des maladies de l'audition. Des maladies de l'audition. Ah, super. Et donc, actuellement, les discussions sont en cours avec une association qui œuvre dans le domaine de la surdité, qui accompagne les centres EFATA. Vous savez que EFATA et Vivenda à Lomé, qui accueille les enfants déficients auditifs pour leur scolarisation. Voilà, donc, qui est en train de mettre en place un centre de dépistage. Donc, nous pensons que ça serait vraiment d'une grande utilité parce que ça éviterait de recevoir les enfants tard et d'hypothéquer leur avenir. Donc, c'est vrai que vous en receviez comme ça et il n'y a rien à faire. Ils sont venus trop tardivement. Parce que la déficience auditive est irréversible. Maintenant, on va arrêter de se gratter l'oreille. Ce n'est pas quelque chose quand tu n'entends pas. Parce que quand tu n'entends pas, ton audition a diminué. Et que tu entends que les bruits qui sont un peu forts, comme volume, quand on prend le volume de 60... Toi, tu entends ça légèrement. On dit que tu entends quand le volume est à 60, par exemple. On peut te mettre des prothèses. On peut te faire un implant. Ça va amplifier. Pour amplifier. Mais dès qu'on enlève ces additifs, c'est la même chose. On ne peut pas corriger pour que ça revienne. OK. À l'état initial. Voilà. Donc, quand ça arrive là, c'est simplement... C'est les équipements pour amplifier, pour aider seulement. Là où c'est arrivé, ça s'arrête. C'est là-bas, ça s'arrête. Maintenant, il faut éviter que ça s'aggrave. Donc, quand vous avez les enfants, bien vous-même, il y a le pus qui sort de l'oreille rapidement. Allez vous faire consulter. Il y a des gens qui se disent qu'ils ont cette maladie dans leur famille, et citron et tout, maintenant souvent, quoi. Il y a des gens qui ont accepté ça comme ça. Et donc, c'est la recette de grand-mère. Voilà, fion et sous des herbes qu'on met on triture l'herbe, puis on met dans l'oreille. Parce que c'est leur famille, c'est leur milieu. Au niveau hygiène, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça que ça se fait. Vous voyez les oreillons. Oui, les oreillons. C'est très dangereux. C'est contagieux et c'est dangereux pour le futur de l'oreille. Le petit garçon aussi. La petite fille, que de ça. Oui, au-delà de l'oreille, il paraît que c'est dangereux pour les organes génitaux. J'ai quoi aujourd'hui avec ce mélange-là pour le petit garçon. Mais on parle d'oreilles. Les oreillons, c'est dangereux aussi pour l'audition. Et aujourd'hui, quand on a ça, des fois, les gens banalisent, les gens pensent que c'est rien ou que non. Mais il faut déjà, quand un enfant souffre, il faut d'abord le sécuriser et sécuriser les autres. C'est contagieux. Parce que c'est contagieux même après l'absence de l'inflammation. Ah bon. Bien sûr. L'absence de l'inflammation ne signifie pas la mort du virus. Voilà, la mort du virus. Et puis là, on fait ça avec Pono. 25 francs, on dit, il faut passer 25 francs dessus, et puis tu jettes 25 francs Carrefour. Ce sont les conséquences. Vous voyez, c'est fini. On est trop puissant. L'enfance de l'inflammation a disparu, mais ce que ça a causé, on pouvait l'éviter. Et puis des fois, on ne sait pas qu'on ne fait pas le lien avec cette maladie-là sur la conséquence future. Honnêtement, quand on se lève tôt, il y a des petites choses qu'on doit faire pour certains types d'organes. L'oreille, les yeux, on ne blague pas avec. Quand vous vous levez tôt, vous avez la chance d'éviter le pire. Et c'est ce que nous souhaitons. Moi, je suis orthophoniste. Je ne suis pas là pour... Je ne peux rien faire à un enfant qui n'entend pas si ce n'est pas l'aider à communiquer. Alors vous lui apprenez maintenant à communiquer, à pouvoir regarder quelqu'un, comprendre ce qu'il dit, en s'appuyant sur la vision, nous appelons la lecture labiale, à l'accompagner peut-être pour développer ses capacités au niveau scolaire. Parce que quand l'enfant n'entend pas, ça agit aussi sur tout ce qui concerne le raisonnement logico-mathématique. Donc les mathématiques, mais pourtant ils sont bien en maths. Oui. Comment on va lui expliquer A carré, B carré vraiment s'il n'entend pas? Oui. Donc, moi j'entends, mais ce n'est pas évident. Il faut déjà anticiper sur ça pour que cet enfant puisse acquérir ses connaissances. Voyez? Donc déjà, c'est ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons que l'accompagner en améliorant ses conditions. Mais il n'y a pas autre chose. D'où
Il faut vraiment intervenir. Alors, je voulais juste poser rapidement, une question. Vous aviez dit tout à l'heure que pour les enfants, un rhume qui a été maltraité peut avoir des conséquences sur l'audition. Pour les adultes aussi, c'est pareil. Bien sûr, quand on est enrhumé de façon régulière, c'est pas bien. Hmm. Normalement, il faut aller au-delà de ce que... Le rhume, il passe naturellement, mais quand il est régulier, il est installé dans la vie. Voilà, c'est pas normal. Oui, il faut aller... Il faut jeter les paquets de coton-tige, c'est les vendeurs, les fabricants de coton-tige qui m'en voudraient. Faut pas, c'est à force de nettoyer ici que ça va glisser. Ça va glisser dans l'oreille. Ici, il y a la poussière qui vient aussi. Non, il faut prendre autre chose. Vraiment, il y a un diadio. Même le petit, moi, j'essaie de me départir de ça. Votre serviette peut vous servir à nettoyer là-bas. Pourquoi vous voulez pas ça? Sont trop gros. Non, mais pourtant, regardez ce que vous avez fait. Votre doigt est allé. Il suffit de mettre votre torchon sur votre doigt et vous allez nettoyer. Il faut jeter le coton. Ou votre serviette. Enfin, elle a un gros paquet. Éponge. Elle a un gros paquet de coton. En plus, on t'aide à faire des économies en matière d'achat de coton-tige. Elle a un gros paquet, elle veut finir ça. Donc, le coton-tige, on les jette, et coco fou, et coco fou. Si on traite ça, si on traite coco fou, on lave ne bien met ça. rien dedans. Bon, j'ai dit, je ne veux pas aller sur ce terrain. C'est bon, c'est bon, oui. Moi, ce que je voudrais dire par rapport au... Quand on se gratte, on a envie de se gratter souvent les oreilles ou la gorge, ou même le nez, il faut penser aussi aux allergies. Oui, c'est vrai. Il faut penser aussi aux allergies. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux de se consulter, d'aller consulter en fait, pour que le médecin te dise oui, c'est ça, il n'y a rien. Ou alors il y a quelque chose, on traite la chose. Et puis que de faire son automédication, et sitôt l'automéné, mais son coton d'automéné et tout ça, et on mélange de l'huile de palmiste avec des... vous êtes informé, avec que vous en utilisez. Non, tout le monde, on sort de divers milieux avec des immeubles, on met ça dedans, que ampicilline, machin, on fait, puis on met dans... Non, arrêtons vraiment ça, et pour nous donner plus de chance. Et puis le bruit, notre exposition au bruit, il a dit, avec les kits Bluetooth, avec les fils, les écouteurs, il faut pouvoir avoir des décibels assez modérés pour écouter de la musique. Quelqu'un qui me dit, envoie un message, qu'il est installé dans une maison où il y a un moulin qui travaille même à midi, à 19h, à 20h. La chose à faire, puisque vous ne pouvez pas déménager le moulin, vous pouvez déménager pour sauver votre vie. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire. Ou quand vous êtes dans un milieu où il y a le bruit, il faut utiliser les masques. Oui, il y a des petits trucs là qu'on achète. Qu'on met au niveau des oreilles, qui protègent les oreilles par rapport à ceux qui travaillent dans des entreprises ou tout ça là, donc, qui utilisent ça aussi. Et puis pour ceux qui travaillent à l'aéroport, ils mettent des casques. Et pour ceux qui effectivement c'est des soudeurs ou des corps de métier, normalement l'équipement de sécurité en tout c'est le casque. Des fois il y en a, mais on refuse de l'utiliser parce qu'on est encombré. Il faut protéger vos oreilles. Parce qu'on ne veut pas dire « Oh, c'est toi ». Non, il ne faut pas créer ça. Quand ça arrive comme ça, on peut gérer, mais il ne faut pas se donner toutes les chances d'en arriver à cela. Mais merci énormément d'être passé. Merci d'avoir consacré votre dimanche à éduquer la République, à sensibiliser. Oui, tonton Gadiel, il dit quoi? Aussi, la quinine assourdie. Oui, bon, peut-être que c'est des effets secondaires de certains médicaments, mais bon, ça passe, c'est souvent passager ou bien. C'est souvent passager. Tous les gestes que nous posons... C'est passager, mais ça dépend de la... Quand c'est une automédication, voilà. C'est pour ça, oui, aujourd'hui même, la quinine n'est pas trop recommandée. Sauf son milieu médical où on l'utilise sous observation et avec un certain protocole bien respecté. La quinine, vous voyez, non, automédication, là, c'est pas bon du tout, du tout. Donc, il n'y a plus grand-chose à dire que de se dire au revoir, très belle journée. Et puis, la mission de la semaine, ma mère, à la clinique des Roses, c'est dans un mois. Exactement dans un mois. Hein. Dans un mois, mais les pré-consultations commencent déjà. Vous allez vous faire consulter, vous discutez avec le médecin, on voit le meilleur protocole. Alors, le meilleur sein à vous décider. Et puis voilà, et ça commence le 13 avril, du 13 au 21. Allez, docteur Amadou Tok aussi, à Kwekaka, merci d'être passé par ici. Votre clinique est à Gbalepédo, les gens gardez les numéros. Ben, si vous voulez des informations, référez voir le ballon, on pourra toujours vous orienter. Monsieur Luc Nakou Tassi, merci d'être passé. Pour ceux qui ont des difficultés auditives, on peut toujours les référer vers vous pour de l'accompagnement. Et puis voilà. Les amis, au revoir.
On se dit à la semaine prochaine. Rediffusion mardi. Bye bye.